Bien. Alors, pour ce matin, le programme, deux points particuliers, InfraWorks et Civil 3D, hein, évidemment, nos deux solutions phares. Deux aspects particuliers sur les nouveautés d'InfraWorks au niveau des multisurfaces et du nouveau module de profil en long que je vais vous montrer, qu'on va voir ensemble. Et pour Civil 3D, un point spécifique sur la modélisation plutôt en contexte urbain avec Civil 3D, sans utiliser les axes en plan et les profils en long, basés sur des lignes caractéristiques, donc des modélisations de lignes en 3 dimensions, sur lesquelles on accroche des profils en travertis pour faire de la modélisation un peu plus, comment dire, moins portée sur de la géométrie routière, mais plus liée à des contraintes urbaines. On y va. Alors tout d'abord, un rappel sur le groupe et les différents outils qu'on utilise dans le groupe pour communiquer. Première chose, il y a un forum dédié au groupe utilisateur. C'est un forum fermé qui fonctionne en parallèle du forum classique Civil 3D et InfraWorks France. Si vous voulez intégrer le groupe utilisateur Infrastructure France, vous me contactez par email et je vous intégrerai à ce forum-là. Il sert essentiellement à communiquer sur les différents événements créés pour la communauté du groupe utilisateur, donc les différents calls et la journée que l'on passe ensemble, en général au mois de septembre, sur différents thèmes autour d'InfraWorks et de Civil 3D, et tout ce qui tourne autour de l'infrastructure avec les solutions Autodesk. Donc, si vous voulez intégrer le groupe, si votre inscription n'a pas fonctionné, puisque j'ai vu qu'il y a aussi certaines personnes qui sont toujours en attente de validation, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez être informé de tous les événements associés à la vie du groupe pour qu'on recale ça ensemble. Pour rappel, toutes les discussions classiques techniques, si vous avez des difficultés à utiliser une fonctionnalité, si vous vous posez des questions techniques sur InfraWorks ou Civil 3D, on utilise toujours le forum ouvert classique Civil 3D et InfraWorks France. Pour le groupe, on utilise également un projet BIM 360 qui a été créé sur mon compte BIM 360, mais qui est dédié à des contenus créés dans le cadre des activités du groupe, donc les vidéos, puisque la session d'aujourd'hui est enregistrée, la vidéo sera postée sur ce projet BIM 360, les supports PPT, PDF, sont aussi postés sur ce projet BIM 360. C'est la même chose, si vous n'y avez pas encore accès, n'hésitez pas à revenir vers moi, si vous faites partie du groupe utilisateur, pour qu'on valide votre accès à ce projet BIM 360. Vous pouvez utiliser aussi ce projet pour faire des essais, pour faire des tests. Si vous ne connaissez pas la solution, si vous ne connaissez pas la plateforme BIM 360, vous pouvez profiter de cet accès que je vous propose. Attention, évidemment, tout ce que vous ferez sur ce projet BIM 360 sera public pour tous les membres du groupe qui ont aussi accès au projet, évidemment. Donc faites attention quand même à ce que vous publiez et à ce que vous faites sur ce projet. J'ai eu quelques échanges avec certains d'entre vous qui ont publié des modèles InfraWorks et qui s'inquiétaient de les voir publics pour tous les membres du groupe. Oui, tout ce que vous ferez sur ce projet-là est public. Si vous voulez exploiter BIM 360 en mode privé, dans ces cas-là, il faut que vous utilisiez un compte propre à votre société, un compte spécifique BIM 360, et là vous gérerez vous-même, bien sûr, tous les accès, qui peut voir ce que vous faites. Un point très important qui a changé récemment, au niveau d'InfraWorks, jusqu'à il y a quelques jours, avec InfraWorks, lorsque vous aviez eu associé à votre compte Autodesk une connexion à un projet BIM 360, InfraWorks détectait cette connexion et par défaut, lorsque vous utilisiez Model Builder, InfraWorks vous demandait dans quelle
répertoire du projet BIM 360, il devait placer le résultat du modèle builder. C'était incontournable. Aujourd'hui, avec le dernier hotfix qui est disponible là, depuis quelques jours, qui s'appelle le 2019.3.1, après l'installation de ce hotfix, le comportement d'InfraWorks et de Model Builder change. Par défaut, les modèles sont locaux. C'est-à-dire qu'on ne vous demande plus dans quel répertoire BIM 360 le modèle doit être placé. C'est après, a posteriori, si vous le souhaitez, vous pouvez publier le modèle dans BIM 360. Donc le comportement est, je pense, va être plus clair pour beaucoup d'utilisateurs qui étaient un peu perturbés par le fait qu'une fois qu'une connexion avait été établie, InfraWorks la reconnaissait et forçait l'utilisateur à créer les modèles sur BIM 360. Alors bien sûr, après, il fallait, pour les récupérer en local, il fallait faire une copie et ne pas publier cette copie sur BIM 360. Donc on arrivait à travailler en local, mais le comportement par défaut était porté sur la plateforme collaborative. Avec ce hotfix, c'est terminé et le comportement est en local par défaut. Donc ça, c'est très important pour ceux qui avaient testé cette plateforme, qui avaient été un peu perturbés par ce comportement d'InfraWorks. Si vous installez ce hotfix, c'est terminé. C'est vous qui allez vers la plateforme collaborative si vous le souhaitez. Alors, les évolutions d'InfraWorks 2019.3. Alors, je ne vais pas tout passer en revue. La liste des évolutions est disponible dans l'article qui a été publié spécifiquement sur Civil Made in France. Mais je vais revenir sur deux évolutions qui me semblent importantes. Et surtout, la première, le nouveau module de profil en long dans InfraWorks. Par rapport aux évolutions de capacité de calage géométrique, le module de profil en long était resté un peu en retrait et n'avait pas beaucoup évolué. Et en tout cas, les évolutions qui permettaient de gérer des arcs de cercle, des arcs de parabole et de modifier les valeurs des rayons, des pentes, faisaient que l'outil n'était pas très... en tout cas, ce module-là était moins intuitif que le reste de l'environnement d'InfraWorks. Il a été complètement revu et je pense qu'aujourd'hui on a quelque chose qui est bien harmonisé avec le reste de l'outil, c'est-à-dire que, à mon sens, le module de profil en long est devenu aussi facile à utiliser, aussi intuitif que la partie du modèle 3D et la création de l'axe en plan. Notamment sur les points qui sont listés ici, qu'on va repasser en revue. L'affichage dynamique de tout ce qui est dans le dessin de profil en long en fonction du zoom a été revu et vous avez beaucoup d'informations qui s'affichent et qui disparaissent en fonction du niveau de zoom. Toutes les valeurs qui s'affichent maintenant directement dans la partie graphique sont éditables juste en cliquant sur la valeur. Avant, on était obligé de passer par un éditeur et de passer par les champs texte, ce qui n'était pas très simple. L'actualisation du modèle se fait sur demande de l'utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le temps de faire toutes vos modifications en profil en long, et quand vous pensez avoir un profil en long correct, vous mettez à jour le modèle 3D. Vous n'avez pas à attendre la remodélisation, la reconstruction du modèle à chaque fois que vous faites une modification. La bascule entre le profil en long et le modèle 3D a été améliorée. Vous pouvez passer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement, donc ça simplifie le repérage de l'utilisateur en fonction du profil en long et du modèle 3D. Quand on zoome sur un secteur, on peut très facilement savoir où on est dans chacune des interfaces. On peut ouvrir le profil en travers en fonction de l'abscisse où on se trouve dans le profil en long, ce qui est toujours intéressant, puisque souvent, en fonction du calage en profil en long, c'est bien d'avoir la vue du modèle 3D, mais aussi la coupe du profil en travers. On peut passer de la parabole au cercle à volonté, ce qui simplifie peut-être la perception de ce fameux coefficient K, qui malheureusement aujourd'hui reste la source de la valeur de rayon que l'on utilise.
Donc on a toujours la possibilité de travailler en parabole, évidemment, mais c'est pas la valeur R, le rayon de la parabole que l'on va manipuler, c'est toujours ce coefficient K qui est en fait 100 fois plus petit que le rayon de la parabole. Donc il faut juste avoir en tête ce coefficient 100 qui gère l'écart entre K et R, mais vous pouvez très facilement faire le switch, passer de l'arc de parabole en arc de cercle et vous verrez la vraie valeur du rayon que vous utilisez. Quand vous avez l'habitude après, ça ne sert plus à grand chose, mais pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiarisés avec cette valeur K, qu'on retrouve aussi dans Civil 3D, vous pouvez switcher facilement pour voir exactement la valeur du rayon que vous utilisez. Et puis on a une nouveauté, c'est des symboles qui s'affichent dans le profil en long, comme ici ce que vous voyez, j'espère que vous voyez mon pointeur, le pointeur de ma souris. Le profil en long va reconnaître automatiquement certaines entités qu'il va couper, les intersections, les ouvrages d'art, les ponts et les tunnels, les ouvrages hydrauliques, et il va afficher un symbole là où il détecte ces objets-là pour que l'utilisateur repère facilement qu'on coupe une de ces entités. Voilà les principales évolutions. On va regarder tout de suite ce que ça donne dans InfraWorks. Donc là, j'ouvre un modèle InfraWorks que j'avais déjà créé. J'ai ici une route et je vais tout de suite ouvrir la vue de profil en long. Donc sur ce principe-là, rien ne change. Vous voyez que sur l'aspect de la ligne de profil en long, on a quelques évolutions, notamment avec les couleurs, les lignes droites et les paraboles qui sont en couleur, les pentes qui s'affichent. Alors je vais zoomer sur, je ne sais pas, n'importe quel, voilà, ce rayon parabolique ici. Donc vous voyez que lorsque j'avance, lorsque je zoome dans le dessin de profil en long, sur la ligne de profil en long, les données qui s'affichent deviennent de plus en plus précises. Si je recule un petit peu, vous voyez que je perds des... Donc ça, c'est extrêmement pratique parce que vous avez toujours le niveau d'information nécessaire et la clarté suffisante pour bien interpréter votre ligne de profil en long. Donc je zoome ici sur un raccordement parabolique. J'ai la longueur de chaque alignement droit, de chaque côté. J'ai les éléments des points de raccordement, les abscisses de chaque point de raccordement. Si je zoome sur la parabole, je retrouve ici donc le coefficient K. Si je reclique sur la valeur, l'éditeur s'affiche et je rentre la valeur que je souhaite obtenir, tout simplement. Dès que je fais une modification, vous avez vu le petit point orange qui vient se rajouter au curseur de ma souris, ça veut dire que il y a une modification du profil en long qui n'a pas été répercutée sur la modélisation du projet. Pour ça, pour actualiser le modèle, je passe dans le dessin 3D et je clique dans la partie modélisation 3D. Et là, le modèle se régénère. On va laisser se recalculer. Vous avez toujours l'affichage du PIV, du point d'intersection verticale des tangentes, ici. Et bien sûr, vous avez toujours la main pour attraper ce point et le déplacer. Quand vous êtes en phase de recherche, c'est aussi une possibilité. Vous voyez, dès que j'ai fait une manipulation, j'ai encore ce point orange qui s'affiche. Je peux manipuler les pentes de chaque tangente, à l'amont et à l'aval. Alors là, attention, lorsque vous faites ce type de modification, c'est le PIV sur lequel vous êtes en train de travailler qui va se déplacer, qui va être impacté par la modification. Alors, pour illustrer ça, donc je change la pente. Là, j'avais moins 1,9, je vais demander moins 2. Alors, je vais faire une modification un peu plus radicale, moins 3. Vous voyez, c'est le PIV que je suis en train de manipuler qui se déplace. C'est-à-dire que les PIV à l'amont et à l'aval, eux,
je considère que c'est pas eux que je suis en train de manipuler, donc je considère que eux, ils sont positionnés correctement. C'est bien celui sur lequel je travaille qui va se déplacer. Ça veut dire que mes tangentes, lorsque je change une pente sur une tangente, c'est bien au niveau du PIV impacté que la modification va se répercuter. Alors, je peux changer la pente qui est de l'autre côté, par exemple. Je mets 5. Qu'est-ce que je pourrais changer d'autre? L'abscisse, ça c'est pas très intéressant. Ce que vous avez aussi qui est extrêmement pertinent, c'est qu'ont été rajoutés le repérage des sommets, des points hauts et des points bas, des raccordements paraboliques et circulaires. Là, on fait du parabolique. Vous voyez ici cette petite flèche rouge. Alors là, en revanche, je n'ai pas la main dessus, c'est-à-dire que je ne suis pas en mesure de caler ma parabole par rapport au positionnement de ce point. C'est juste une indication qui s'affiche. J'ai l'abscisse et l'altitude de ce point, l'élévation de ce point. Si je déplace, je vois que ce point est régénéré en dynamique. Okay. Ce que je vous précisais tout à l'heure, le fait de pouvoir convertir la géométrie, je travaille par défaut en parabolique, je peux passer en circulaire, et là vous voyez, je reviens sur une notion de rayon au sens, donc là je vais revenir sur un rayon arrondi, donc ça permet de bien faire le lien entre cette valeur de rayon pour les cercles et de coefficient K pour les paraboles. Mais en fait, hein, si je reviens en parabole, il n'a pas gardé la modification. Il faut bien sûr, pour conserver la modification, il faut que je demande la régénération du modèle 3D. Voilà donc un outil de profil en long qui est devenu beaucoup plus souple et beaucoup plus facile à prendre en main, à mon sens. Le lien avec la zone de profil en long et la zone du modèle 3D, si je veux par exemple, alors je vais me déplacer, je vais lui dire ok, je vais m'intéresser à cette zone-là, j'aimerais bien voir à quelle zone correspond ce PIV ici dans la partie modélisation 3D, je lui demande de l'afficher dans la zone de dessin, et je sais que c'est ce PIV là. Il fait automatiquement un zoom et il met au centre de votre affichage le PIV sur lequel vous êtes en train de travailler. Ça marche dans l'autre sens. Alors ça c'est très très pratique, hein. C'était un peu compliqué précédemment pour se repérer. Je vais me déplacer sur cette route. Je vais revenir ici par exemple. Je dis tiens, ok là, je voudrais bien voir ici, là je suis où? Affiché. Pardon, c'est celui-ci. Afficher le PIV. Il faut sélectionner un PIV pour ça. Et à nouveau, j'ai un zoom automatique sur le PIV que j'avais sélectionné dans la partie dessin. Donc ça permet d'aller, de se repérer beaucoup plus vite que précédemment, où avant il fallait un peu dézoomer, trouver des points de repère et puis rezoomer pour savoir, pour être sûr de la zone sur laquelle on travaillait. Autre point, l'affichage du dessin de profil en travers, tout simplement, depuis la partie profil en long, vous pouvez demander afficher le profil en travers qui correspond au point sur lequel vous êtes sur la partie profil en long. Après, vous pouvez naviguer ici, bien sûr. Hein, là. Et puis, à n'importe quel moment, sur n'importe quelle zone ici, vous pouvez lui demander d'afficher la ligne en profil en travers. Et de faire le lien entre modèle 3D, profil en travers et profil en long. D'accord ? Le déplacement se fait toujours par ce curseur ici, qui est dans le modèle 3D, que vous accrochez et que vous faites glisser pour vous déplacer. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur ce module? À mon sens, c'est une belle évolution d'InfraWorks sur la partie calage géométrique en profil en long. Il est beaucoup plus souple. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Un autre point que j'ai pas mentionné, c'est que ces repères verticaux ici, ce sont les repères de la géométrie de l'axe en plan qui s'affiche sur le profil en long. En fait, vous avez toutes les informations
qui sont affichés sur le profil en long, avec les différentes transitions. Pas de remarques particulières sur cet outil-là? Ok. Donc on va passer à l'autre nouveauté importante d'InfraWorks, sur la dernière version d'InfraWorks, la 2019.3, c'est la capacité de gérer dans les modèles 3D des surfaces multiples. Jusqu'à avant la version 2019.3, une surface importée dans InfraWorks était forcément la surface du terrain du modèle. Si on importait d'autres surfaces topo, ces autres surfaces étaient par défaut imbriquées à la surface du terrain. Alors, c'était très pratique parce que InfraWorks sait très bien imbriquer les surfaces les unes dans les autres et on pouvait gérer l'ordre de priorité des surfaces. Donc c'était une façon pour imbriquer des surfaces et obtenir une surface résultante finale. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour gérer les surfaces dans InfraWorks. On a toujours par défaut, bien sûr, la surface de sol. Vous voyez, dans la rubrique des surfaces de terrain, ça c'est une capture d'écran du gestionnaire de calque de surface. Dans les surfaces de terrain, il y a eu beaucoup de développement dans l'arborescence. Vous avez par défaut le calque surface de sol qui lui va continuer à se comporter comme le terrain général de votre modèle InfraWorks, et toutes les surfaces que vous allez placer dans ce calque-là vont être considérées par InfraWorks comme la surface de terrain principale du modèle, et il va continuer à imbriquer les surfaces si vous mettez plusieurs surfaces dans ce calque-là. Mais maintenant, vous avez la possibilité de rajouter de nouveaux calques et de dire à InfraWorks, je veux rajouter des surfaces dans mon modèle, mais ce ne sont pas les surfaces du terrain. Alors bien sûr, la première chose à laquelle on pense, c'est des surfaces de couches géologiques. Donc ici, l'exemple que je vais illustrer, je vais essayer de fermer, voilà, ça. C'est on va rajouter des surfaces de couches géologiques dans un modèle InfraWorks pour obtenir leur visualisation, ici, dans le module de profil en long, puisque parmi les évolutions du module de profil en long, bien sûr, maintenant il est aussi capable de visualiser les différentes surfaces qu'on importe dans le modèle 3D. Bien sûr, toutes ces nouvelles surfaces sont aussi visualisables si vous utilisez InfraWorks en mode collaboratif à travers BIM 360. Alors on va repasser dans notre modèle InfraWorks. On va utiliser le même. Je vais refermer pour l'instant le module de profil en long. Donc ici on est à côté de Bordeaux, et c'est un modèle que j'ai créé il y a quelques temps puisque j'ai trouvé sur le site du BRGM, sur la base de données publiques du BRGM, des sondages assez resserrés. Vous les apercevez ici, hein, je passe sous le terrain. Vous voyez, c'est une zone où sur la base de données du BRGM, il y a beaucoup de sondages géologiques qui sont disponibles. Donc j'ai récupéré ces sondages sous un format tableur Excel depuis le site du BRGM. J'ai utilisé le module géotechnique de Civil 3D pour modéliser les sondages et modéliser les surfaces des couches géologiques d'après ces sondages. Et donc j'ai créé différentes surfaces Civil 3D de couches géologiques. Alors on va pouvoir ouvrir ce dessin dans Civil 3D pour bien voir. Alors ça, c'est ce qu'on va faire après. On va retourner dans ces données qui sont stockées ici, groupe utilisateur. Hop, pardon, c'est pas là. Non, je crois que c'est dans. Voilà, je l'ai rangé dans la dernière version d'InfraWorks. Ici, voilà.
Donc ça va être la source de nos surfaces. Donc là, vous reconnaissez la surface classique, hein, c'est du maillage, c'est de la triangulation, avec ici une liste de surfaces que j'ai réussi à modéliser à partir des couches géologiques extraites des sondages géologiques qui viennent donc de la source de données du BRGM. Voilà. J'ai refermé ce dessin-là. On repasse dans InfraWorks. Donc première chose à faire, c'est de ramener ces sources de données dans mon modèle InfraWorks. Je fais bien attention à la proposition dans laquelle je travaille. Ouais. C'est une proposition que j'ai faite exprès pour la démo. Alors là, on va faire simple, on va faire un glisser-déposer, hop, du dessin civil 3D qui contient toutes ces surfaces. Je choisis le mode de comportement, je veux bien qu'il reconnaisse mon DWG comme un civil 3D, donc qu'il interprète bien les objets civils qui sont à l'intérieur. Donc InfraWorks se connecte à mon DWG civil et est en train d'interpréter tout ce que contient ce fichier civil 3D. Alors, il a compris que j'étais en Lambert 93 parce que mon fichier civil 3D est calé en Lambert 93, bien sûr. Si j'avais pas fait cette étape, InfraWorks me demanderait dans quel système je souhaite travailler. Donc, il est fortement conseillé de toujours caler un système de projection dans ses dessins civil 3D. Et puis là, je crois que j'ai pas grand-chose de spécifique à faire. Fermer et actualiser. Voilà, donc je me retrouve ici avec dans la rubrique terrain, puisque par défaut des surfaces triangulées sont reconnues comme des objets terrain par InfraWorks. Je me retrouve ici avec, alors je vais essayer de, ouais, je crois que là mes noms d'objets sont un peu longs, voilà. En fait, moi je vais travailler ici avec uniquement deux surfaces qui m'intéressent parmi toutes les surfaces qui ont été modélisées dans le dessin civil 3D. C'est celle-ci, Final Limestone Base et Top. Donc c'était la modélisation finale d'une couche de calcaire. Et ici j'ai la base, le plancher de la couche, et ici le sommet de la couche. Les autres surfaces ici ne m'intéressent pas. Alors, soit je les laisse ici dans mes sources de données InfraWorks, mais je ne m'en sers pas, ou alors je lui demande de supprimer cette source de données si je veux être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc ici, je peux très bien voilà, sélectionner ces données-là, lui dire non, celle-ci, je n'en veux pas, je ne veux pas m'en servir. Donc là, je vais faire du nettoyage. Voilà. Donc je vais utiliser ces deux couches-là. Alors avant de les intégrer dans le dessin civil 3D, je vais ouvrir mon calque de surface et dans mes surfaces de terrain, eh bien, je vais demander à InfraWorks de rajouter une nouvelle catégorie ici en cliquant sur cette nouvelle entrée qui s'appelle nouveau calque de surface. Et là, c'est à l'utilisateur de donner tout simplement un nom. Il va comprendre que en mettant un nom particulier, je veux créer un nouveau calque. Donc je vais lui dire couche calcaire. Couche calcaire, et là je vais faire la distinction, je vais faire un calque pour chacune. Couche calcaire, je vais l'appeler plancher. Pour la première surface, et je sais que je vais faire la deuxième juste après, donc je crée mes deux calques. Couche calcaire. Comment je vais appeler plancher, je sais plus, j'ai un trou top, je l'appelle top, je sais plus comment on appelle ça en français. Ok. Et vous voyez que ici en fait, dans la partie supérieure, dans un calque qui s'appelle aucune catégorie, là où il vous propose toutes les surfaces terrain qu'il a vues dans les sources de données mais qu'il ne sait pas classer, qu'il ne sait pas exploiter, je retrouve les deux surfaces qui me restent ici. Donc en fait j'ai juste à glisser déposer, donc la base ici, dans le calque plancher, et top ici, dans ce calque là. Donc là j'ai redispatché mes deux
mes surfaces, je les active, OK. Et lorsque je valide, ces nouvelles surfaces viennent s'intégrer dans le modèle 3D. Donc là, vous voyez qu'il y a un objet ici qui est venu, qu'on aperçoit dans le fond du bassin. Je vais passer sous la surface topo. Alors là, il faut jongler parce que je vais prendre du recul pour essayer de voir sur la tranche ces surfaces, pour vous donner une bonne vision. Autre chose que je peux faire pour améliorer la vision, c'est je vais rendre transparent la surface de terrain. Voilà, ici, voilà. On voit un petit peu mieux. Alors, sauf que ça agit sur toutes les surfaces. Mais dans ce mode-là, on voit un petit peu mieux. Vous voyez l'enveloppe de ces surfaces qui correspondent à des couches géologiques calcaires, donc qui sont sous le terrain naturel, hein, évidemment, et qui viennent se positionner entre le terrain sous le terrain naturel, associé à certaines limites particulières de mes sondages. Les sondages, eux, ils ont été importés en tant que solide 3D depuis Civil 3D. Voilà. Hein. Alors si je veux plus les voir, tout simplement, je peux. Alors si je masque par exemple la surface top, appliquer, ok. Vous voyez que ici ça a changé et l'entité que j'aperçois maintenant ici, c'est celle qui était sous la surface top, c'est-à-dire que maintenant c'est le plancher de la couche. Et donc si je désactive le plancher de la couche, plancher ici, tac, là j'ai désactivé et je retrouve le fond de mon bassin tel qu'il a été modélisé sans interception d'aucune couche puisque je n'ai plus rien qui arrive dans mon modèle Civil 3D. Alors pourquoi j'ai fait cette décomposition ici? C'est parce que lorsque vous voulez appliquer des matériaux à ces surfaces, en fait c'est au niveau du calque que vous allez appliquer un matériau par un clic droit. Paramètres du calque, ici vous avez dans les propriétés qui s'affichent la possibilité d'aller chercher dans les styles de matériaux, dans la palette de styles d'InfraWorks, tout le style qui vous convient le mieux. Celui-ci par exemple, appliquer. Bien sûr, il faut que je la réactive. Je crois que c'est ici que j'ai fait ça. Voilà. Donc au lieu d'avoir un objet sans matériaux particuliers, donc gris basique, là j'ai quelque chose d'un peu plus visible qui apparaît dans le bassin. Donc là, par exemple, ça me permet de constater lorsque je suis en phase de modélisation de ce terrassement. Si par exemple j'avais un bassin à placer sur le site, là je vois tout de suite que si je garde le bassin terrassé tel qu'il est là, j'intercepte cette surface géologique. Après, à moi, avec les différentes données, d'évaluer est-ce qu'il faut aller jusque-là ou est-ce qu'il faut s'arrêter avant. S'il faut s'arrêter avant, je peux remonter un petit peu. Donc je prends le grip de la modélisation du bassin, je remonte un peu graphiquement, je relâche ici pour spécifier que je veux un fond de bassin un peu adapté, et voilà. Et ici, voilà, il m'en reste encore un tout petit peu ici, mais peut-être que sur cette position-là, si on m'avait dit attention, il faut surtout pas que le fond du bassin vienne taper dans cette couche géologique, je peux peut-être proposer cette modélisation-là. En revanche, là, bien sûr, j'ai réduit la capacité, le volume de stockage du bassin. Après, à moi de voir, est-ce qu'il faut l'étendre? Il faut peut-être trouver une autre solution pour quand même avoir le volume de stockage qui était nécessaire. Donc ça permet plus d'objets dans le modèle InfraWorks, une nouvelle approche qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et donc ça permet de faire des calages de terrassement en prenant en compte plus de contexte dans les modèles InfraWorks. Et puis comme on l'a vu précédemment, lorsque j'affiche le profil en long d'une route, et ben je vois aussi cette couche géologique. Donc j'ai la ligne de profil en long
de cette surface géologique qui apparaît. Alors pour gérer ça, il faut passer sur le symbole du petit œil qui se trouve ici en bas à droite et bien lui indiquer ce que vous voulez voir ou pas. D'ailleurs là je vois que il me manque le terrain naturel. C'est quand même un peu dommage. Ici voilà, la ligne verte, hein, c'est bien le terrain naturel. J'ai la ligne de profil en long et ici une des deux couches géologiques, une des deux surfaces géologiques que j'ai importées. Je vais activer la deuxième, ici, la partie supérieure. Ok, voilà. Donc ici j'ai bien la trace, ma couche calcaire, elle est comprise entre ces deux lignes géologiques dans mon dessin de profil en long. Voilà. Des commentaires sur cette approche-là? N'hésitez pas si vous voulez ouvrir vos micros. Rien de particulier. Ok. Alors, on va continuer. Donc voilà, c'était l'essentiel sur InfraWorks. Donc je rappelle quand même que le dernier hotfix hein, qui vous permet de générer des modèles InfraWorks locaux par défaut est une notion importante sur le changement du comportement d'InfraWorks. Donc n'hésitez pas à l'installer. Il a dû apparaître dans votre application de bureau si vous avez installé cet outil, ce que je vous conseille fortement pour checker la mise à jour de vos logiciels sur vos machines. Autre point que je voulais aborder avec vous donc ce matin, c'est sur Civil 3D. Alors il ne s'agit pas des nouveautés Civil 3D, je vous renvoie également au dernier article Civil Made in France sur ce point-là. Mais je voulais revenir sur un article de Civil pour lequel j'ai eu pas mal d'échanges et qui concernait de la modélisation urbaine en utilisant des fonctionnalités de Civil 3D qui ne sont pas les plus répandues. Et en tout cas, sans utiliser les notions classiques d'axe en plan, profil en long, profil en travers type, tel qu'on a tendance à le faire par réflexe quand on pense à Civil 3D. Donc sur Civil Made in France, Thomas Brichot, avec qui j'ai eu un contact sur le forum, alors pas le forum du groupe, hein, sur le forum technique classique, voilà, je vais rafficher cet article. Donc Thomas avait posé quelques questions sur le forum parce qu'il cherchait à faire ce type de modélisation. Je suis rentré en contact avec lui et puis en fait j'ai vu que il avait fait des choses assez avancées, assez intéressantes. Il a accepté de rédiger cet article pour partager ses conclusions, ce qu'il avait réussi à faire. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur et des interrogations, des questions sur cet article-là. Et je pense que ça a ouvert les yeux à des utilisateurs Civil 3D sur d'autres capacités, sur d'autres façons d'utiliser Civil 3D. Alors vous voyez, je passe en revue l'article, Thomas a très bien travaillé et j'aime beaucoup cette photo qu'il a su habillé avec les lignes de force du projet d'aménagement urbain, avec les bords de chaussée, les fils d'eau, les bords de trottoir, les bateaux. Donc je pense que son article est très clair, très très bien. Il a partagé ce qu'il a réussi à faire. C'est pas un guide de bonne pratique, ce sont ses conclusions, c'est ce que lui pense, en tout cas pour ces cas d'application, être le mieux. Donc si vous l'avez pas vu, je pense que la plupart d'entre vous avez parcouru ça. Je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant de parcourir cet article-là. Et pour ce matin, ce que je voulais revoir avec vous, eh bien, c'était, je raffiche mon PPT. C'était repasser en revue un workflow similaire. Donc j'ai repris la philosophie de ce qu'a fait Thomas pour l'article sur un jeu de données totalement fictif qui ressemble un petit peu à ce que lui proposait. Mais moi je suis parti totalement hors contexte, hein, donc je ne suis pas géolocalisé ou quoi que ce soit. Et ce que je vous propose, c'est de passer en revue plusieurs étapes d'un dessin civil 3D pour passer de cet état-là que vous avez à gauche, c'est-à-dire des polylignes, même pas forcément 3D, juste vraiment un schéma
d'une modélisation urbaine pour aller jusqu'au détail de la modélisation 3D avec tous les calages et tous les volumes de matériaux. Alors on va regarder ça ensemble, on bascule dans Civil 3D. Alors je vois quelques... Alors je vois qu'il y a quelques questions sur le chat. Alors attendez, je vais regarder quand même au cas où il y aurait des problèmes de connexion ou de... Je m'assurerai que tout le monde a bien accès à tout. Ah oui, il y a pas mal de commentaires. On va faire un petit point. Alors, ok. Ok, donc pour l'essentiel, c'est des gens qui se sont connectés correctement. Oui, alors effectivement, David a fait la remarque, on voit pas le TN sur la vue de PL. Oui, tu as raison David, c'est juste que je l'avais pas activé. Effectivement, je m'en étais pas rendu compte. Bon, Alexandre qui a des problèmes de micro. Ah non, en fait, je vous entends pas. Alors, plusieurs personnes ont essayé de parler. Ah, alors, ouais. Alors, j'ai démuté tout le monde. Si certains d'entre vous avaient des questions ou des commentaires, vous pouvez peut-être essayer de reprendre la parole. Ah, ouais. Oui, j'entends. Oui, j'ai une question sur InfraWorks. Oui. En fait, avec la nouvelle mise à jour, on sera capable de travailler complètement en local? Oui. Avec le dernier hotfix, le hotfix qui s'appelle le 2019.3.1. Alors, quand on dit complètement en local, attention, la génération des modèles quand on utilise Model Builder va maintenant être par défaut en local, donc exclusivement sur la machine. En revanche, il y a toujours certaines fonctionnalités d'analyse d'InfraWorks qui font appel à des fonctionnalités cloud. Si vous faites tourner de la simulation de trafic, par exemple, ça c'est toujours cloud, c'est-à-dire que vous allez il faut accepter que vos données pour la simulation soient transférées sur les serveurs Autodesk, que le traitement soit fait sur les serveurs Autodesk et que vous récupériez le résultat. Tout ce qui nécessite de gros calculs reste toujours des fonctionnalités cloud. Mais en tout cas, Model Builder aujourd'hui, si vous le retestez après avoir installé le hotfix, et même si vous vous êtes connecté, par exemple, au projet BIM 360 du groupe, par défaut, votre modèle, il va être exclusivement sur votre machine. D'accord. C'est-à-dire quand on lance une fonctionnalité qui demande beaucoup de calcul, automatiquement, ça va être transféré sur le cloud, où on a un message qui nous avertit que, attention, votre modèle va être... Je pense pas qu'il y ait de message qui avertisse de ça. Je me souviens pas d'avoir vu de message de ce type. D'accord, donc c'est transparent pour nous en fait. On sait pas. Ah ouais, pour l'utilisateur totalement. Et de toute façon, nous, sur les serveurs Autodesk, les données ne sont pas stockées, ne sont pas archivées. C'est vraiment du, comment dire, c'est de la récupération. C'est du téléchargement temporaire des données, uniquement le temps des calculs pour effectuer l'analyse. D'accord. Sinon, tout le contenu de la maquette reste en local. Oui. Enfin, c'est cette question parce qu'on a pas mal de projets en potentiel. Du coup, ça nous empêche un peu de travailler sur InfraWorks si les modèles sont stockés ailleurs qu'en France ou sur le serveur qu'on ne connaît pas. Je comprends. Je comprends. Mais de toute façon, même avant, même quand il y avait cette connexion avec BIM 360, on avait toujours la possibilité de faire une copie du modèle InfraWorks. Alors ça se faisait depuis l'interface sur une machine, copier le modèle, et la copie, elle, tant que elle n'a pas été synchronisée sur le cloud, elle reste locale exclusivement. Donc même si vous n'avez pas installé ce hotfix, vous avez toujours la possibilité de basculer en mode 100% local. D'accord. Ok. Bon,
Merci de m'avoir. Pas de problème. Alors une autre... Oui? Il y a quelqu'un d'autre qui a une remarque? Oui, c'est Pascal, j'aurais une question ouais. à poser. Bonjour Pascal. Sur InfraWorks. Oui. J'ai un modèle, par exemple avec un MNT, avec un terrain que j'ai importé, un axe que j'ai récupéré en XML, mais l'axe est plus long que la zone de terrain modélisée. Oui. Et donc je voudrais pouvoir masquer temporairement une partie de l'axe qui dépasse pour éviter qu'il me génère des talus qui descendent à Z0. Oui. Est-ce que tu pourrais, honnêtement, j'ai pas trouvé de solution simple, si c'était de supprimer les éléments d'axe en tronc. Pas dans InfraWorks. Et moi, ouais, InfraWorks ne sait pas faire ça aujourd'hui. Moi, ce que je te conseillerais dans ce cas-là, c'est plutôt de générer une surface fictive autour. Pour pouvoir conserver ta longueur d'axe totale, puisque je pense que c'est quand même une contrainte, conserver la géométrie, et ça te permettrait de travailler, d'avancer sur la modélisation du projet uniquement sur la zone sur laquelle tu as la surface exacte, et ça éviterait d'avoir effectivement des talus qui descendent à zéro sur les zones où il n'y a pas de surface. Donc pour ça, dans Civil 3D, moi je générerais autour de la surface détaillée que tu as une surface plus large, mais à une élévation, alors elle pourrait être plate par exemple pour bien faire la différence avec le reste, mais à une élévation qui ne soit pas aberrante par rapport à la surface que tu as déjà. Par exemple, je ne peux pas faire sur InfraWorks actuellement, ce que je pourrais faire sur une liste de n'importe quel XML, modifier mon axe à la limite, supprimer les éléments qui me gênent, et les réimporter, et je peux réimporter ensuite dans InfraWorks, par exemple, mais sur InfraWorks, je ne peux pas retravailler l'axe qui est importé. Mais si tu le retravailles, une fois que tu l'as importé dans InfraWorks, si tu modifies, si tu prends tes grippes de l'axe et que tu le raccourcis pour rester sur ta surface, après quand tu vas vouloir récupérer cet axe pour revenir dans Civil 3D ou autre chose, ce sera foutu en fait, parce que tu auras perdu cette partie-là. Non, honnêtement, je pense que le plus simple, c'est d'ajouter une surface fictive pour ne pas être dérangé dans InfraWorks, pour ne pas être gêné par ce comportement d'InfraWorks qui va aller faire des talus à zéro. Mais pour moi, c'est pas gênant. En fait, il faut juste rajouter une surface temporaire, une surface de travail autour de la surface détaillée. Ça, avec Civil, on gère ça très bien. Ouais. Ok. Autre question. Alors à propos de l'actualisation des surfaces pour les modifications apportées au MNT, donc vous avez vu que la source de mes surfaces c'était Civil 3D. Lorsque je fais une modification dans Civil 3D de mes surfaces, la modification dans InfraWorks, elle n'est pas 100% dynamique. C'est à moi dans InfraWorks de venir actualiser la surface. C'est-à-dire qu'en revanche, je conserve le lien avec les fichiers Civil 3D, avec les DWG, mais c'est à moi, utilisateur d'InfraWorks, de dire je veux actualiser cette source de données parce que la surface a été mise à jour. Ça se fait pas complètement en dynamique, c'est-à-dire que vous avez quand même la main en tant que gestionnaire du modèle InfraWorks pour actualiser ou non vos surfaces topo lorsque vous êtes mis au courant que la modélisation de la surface dans la source, dans Civil 3D, elle a été modifiée. Alors Bogdan parle de volume. J'imagine que c'est est-ce qu'on a accès au volume entre les couches dans InfraWorks? Je suppose que c'est ça. Aujourd'hui, je ne pense pas. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est du volume de terrassement, là, le bassin que je vous ai montré. J'avais son volume de terrassement, mais je suis en train de penser que j'ai son volume de terrassement par rapport au terrain, à la surface de terrain. Aujourd'hui, j'ai pas accès à des données de volume par rapport à ces surfaces que je rajoute en tant que surface géologique. Là, si je veux manipuler avec ces données-là, je rebascule dans Civil 3D pour avoir accès aux détails des volumes. Est-ce qu'il y a une possibilité pour créer des couches géologiques directement dans InfraWorks?
pas directement. Surtout que là, vous avez vu que les données géologiques, en général, ce sont des sondages. Dans le workflow qu'on utilise aujourd'hui, dans la collection AEC, l'outil qui permet de faire ça, c'est le module géotechnique. Et le module géotechnique, aujourd'hui, il n'est disponible que pour Civil 3D. Il n'existe pas dans InfraWorks. Mais comme on continue à interfacer Civil 3D et InfraWorks, on estime que on n'a pas besoin de redévelopper un outil similaire dans InfraWorks puisqu'il existe dans Civil 3D. Donc la source ici reste bien Civil 3D. Voilà, oui, donc Bogdan qui précisait volume entre les couches. Non, je n'ai pas ça. Alors après, il y a une question assez longue, et là je vais avancer parce qu'il va bientôt être midi, et j'essaierai de la reprendre juste à la fin de la session. Ok, merci pour vos commentaires. Donc je reviens sur le workflow dans Civil 3D, modélisation urbaine. Premier dessin, je vais passer en revue 8 dessins Civil 3D. Alors ici, je commence et j'ai juste des lignes et des polylignes. Donc vous voyez, c'est vraiment, on me fournit un squelette très très basique d'un site sur lequel on me demande de faire de la modélisation urbaine, de modéliser des caniveaux, des trottoirs, ici un bateau pour du stationnement, et avec ici des bâtiments, bien sûr, pour lesquels je dois prendre en compte les seuils, évidemment. Donc là, ça, ce n'est que de la polyligne. Vous voyez, tout est à zéro. Après, à moi de travailler, je change de dessin en 3D et de générer de la 3D à partir de ces polylignes AutoCAD. Et là, je vais basculer tout de suite sur des lignes caractéristiques. Donc ici, vous voyez, j'ai généré une ligne caractéristique du terrain. Donc là, je bascule tout de suite sur un objet Civil 3D. Pour rappel, ligne caractéristique de terrain, c'est l'équivalent d'une polyligne 3D AutoCAD, mais avec des fonctionnalités Civil 3D supplémentaires qui les rendent, alors à la fois, à mon sens, plus faciles à gérer en 3 dimensions, parce que vous avez plein d'outils supplémentaires pour gérer les 3 dimensions, et qui les rendent exploitables dans des corridors, dans des projets 3D par Civil. Et ici, notamment, un outil qui est très pratique, c'est l'éditeur d'altitude. Je vais réduire un petit peu l'outil. Où là, vous pouvez avoir la main sur les différents points. Vous voyez, je sélectionne chaque ligne qui correspond à un point de la ligne caractéristique. Et pour chaque point, eh ben, j'ai l'abscisse sur la ligne, puisque les lignes caractéristiques ont un sens, l'altitude, la longueur et les talus. Enfin, talus au sens pente. C'est-à-dire quelle est la pente avant ce point sur la ligne et quelle est la pente après ce point sur la ligne. Et tout ça, c'est éditable. Donc avec ça, avec tous ces outils-là, j'ai vraiment un outil qui est très, très puissant pour générer la 3D à partir de ces lignes. Et ici, évidemment, la première chose que je vais avoir à faire, c'est qu'elle ait un fil d'eau. Une des principales contraintes dans ce cas de figure, c'est le fil d'eau qu'il faut que j'assure pour cette ligne-là. L'autre contrainte importante, c'est le seuil. Donc ici, j'ai ici une ligne caractéristique de terrain qui a été générée en s'appuyant sur les pieds des bâtiments et qui elle aussi, donc elle comporte un peu plus de points parce qu'il y a un point de cassure à chaque angle de bâtiment. Il pourrait y en avoir plus si j'avais des marches ou des accès riverains, etc. Et là, à nouveau, j'ai la main de façon très précise sur la position et l'altitude de chaque point. Okay. Donc là, j'ai mon squelette en 3D. À partir de ça, je change de dessin. Je peux tout de suite créer un premier projet 3D, ici, que j'ai appelé trottoir. Donc là, vous reconnaissez les propriétés d'un projet 3D Civil 3D. Mais la ligne de base, ici, c'est une ligne caractéristique de terrain qui s'appelle façade. Et dans mon dessin, je n'ai pas d'axe, je n'ai pas de profil en long. Donc je ne suis pas du tout sur une approche routière. Je suis en train de faire de la modélisation 3D à partir de lignes 3D, de lignes caractéristiques 3D qui sont précisément calées dans l'espace et sur lesquelles je m'appuie pour faire un projet 3D. Et j'utilise donc cette ligne de base et un profil type qui s'appelle trottoir. Profil type ici, c'est très basique, hein, c'est un des profils types qui est dans la palette par défaut, c'est juste une série de couches superposées. Et donc, la modélisation de ce projet 3D donne ce résultat-là,
avec la surface du projet 3D, affichée en courbe de niveau assez resserrée, puisque ici, ma grosse contrainte, c'est de gérer les pentes. Et vous savez très bien qu'en modélisation urbaine, la difficulté, c'est de combiner à la fois les contraintes de fil d'eau, les contraintes de seuil, et d'avoir des pentes correctes pour évacuer les eaux vers les avaloirs, vers les exutoires du site. Ici, je voulais pas préciser, ouais, j'ai posé un point bas. Mon point bas unique, il est ici sur ce fil d'eau, ici. Donc là, je m'assure que toutes mes pentes, en tout cas que la pente du trottoir, et pour ça les courbes de niveau resserrées sont très pratiques, et plus des étiquettes, ça c'est des étiquettes que j'ai posées sur la surface résultante de mon projet 3D, donc je m'assure que toutes mes eaux s'écoulent bien dans la bonne direction. Et là, j'ai un comportement qui est totalement dynamique de tout ce que j'ai créé encore à ce moment-là. Ça veut dire que à partir de cette ligne caractéristique de terrain ici, je suis en mesure de recaler à tout moment la ligne caractéristique qui correspond au seuil des façades avec un outil que je vous montre rapidement qui s'appelle, enfin je ne sais même pas comment il s'appelle, il est ici dans les outils d'édition des altitudes des lignes caractéristiques de terrain. C'est-à-dire que si je sélectionne cet outil, s'il veut bien, voilà, je sélectionne l'objet à modifier à partir de cette ligne, et ici je sélectionne le seuil. Voilà, ici, il se crée un comportement dynamique entre la ligne source, qui est mon fil d'eau, et la ligne de base, qui est l'objet que je veux modifier par rapport à la source. Et ici, je suis capable de lui dire, je vais pas le faire pour aller un petit peu, je voudrais éviter de faire des bêtises et il faut que j'accélère. Je suis capable de lui dire, eh ben, recale-moi toutes les altitudes de la ligne caractéristique qui correspond au seuil des maisons, en utilisant une pente de talus moyenne entre le fil d'eau et cette ligne-là, et il va régénérer automatiquement les altitudes pour cette ligne-là. Après, bien sûr, à moi de repasser en revue tous les points durs, les points particuliers, pour recaler certaines altitudes en particulier. Mais ça, c'est juste pour vous illustrer que dans ces outils-là, d'éditeurs de lignes caractéristiques de terrain, il y a beaucoup de capacités de calage qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps et qui peuvent optimiser les calages 3D. Je passe au dessin suivant. Donc on continue la modélisation 3D, juste en rajoutant une bordure T2. Donc j'ai rajouté un profil en travers type et je suis venu y ajouter un des modèles de bordure. Je vais afficher la palette tout de même pour vous montrer. Ça, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ça. Les bordures sont ici. Donc ça, ce sont les bordures normalisées françaises. Donc les bordures type T sont là, hein, voilà. Donc ici, j'ai tout simplement dit, je veux une T2, droite, gauche plutôt, etc. Et j'ai positionné ma T2 ici. Et je rajoute ce profil en travers type au projet 3D que j'ai appelé trottoir. Donc, dans ce dessin-là, je garde ma ligne de base principale. J'ai rajouté une ligne de base qui est cette ligne ici. Voilà, c'est cette ligne-là que j'ai utilisée comme ligne de base. Le principe, c'est que mon premier projet 3D, la ligne de base, c'était le seuil, les façades des bâtiments. Le résultat, je vais passer en 3D, voilà, pour que ce soit plus clair. Voilà, je pense que voilà. Donc vous voyez ici la modélisation 3D du premier projet. Et pour régénérer, pour ajouter plutôt mes bordures T, je viens accrocher à une deuxième ligne de base que je rajoute au projet 3D, mais qui est extraite de la première modélisation. Je viens rajouter ce profil en travers type de bordure T2. Donc c'est pour ça que vous avez ici, dans les propriétés, deux lignes de base qui sont toutes les deux des lignes caractéristiques. La première, donc vous reconnaissez, c'est la ligne façade. La deuxième, bord trottoir. La caractéristique de cette ligne-là, qui s'appelle bord trottoir, c'est que c'est pas moi qui l'ai générée, je l'ai extraite du projet 3D que j'ai généré ici. Donc elle est automatique en fait, ce qui fait que je ne peux pas l'éditer. Vous voyez, elle s'appelle ligne caractéristique de terrain du projet 3D. Elle dépend de la modélisation du projet 3D. Voilà, donc ma bordure T2 a été générée tout le long de mon projet. Je continue la modélisation. Je rajoute la partie du bateau.
pour le stationnement. Donc je rajoute un profil en travers type ici que j'ai appelé chaussée. Donc ouais, je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai repris le même PT type que pour trottoir, mais j'ai gardé plus de couches. Je considérais que je voulais une structure un peu plus costaud. Vous reconnaissez encore ici les lignes les courbes de niveau de la surface topo, de la surface du projet, pardon. Donc là, je m'assure que j'ai bien les pentes toujours vers mon point bas. Ça me permet de contrôler au fur et à mesure que je construis mon projet 3D, je contrôle que j'ai toujours les pentes qui vont toujours bien vers le même point bas. Donc je continue ma modélisation. Ici, j'ai rajouté la bordure CS2 qui passe au niveau du fil d'eau de l'ensemble du projet, hein, qui passe devant le bateau ici, qui passe tout droit devant le bateau et qui fait tout le tour. Je continue. Donc à chaque fois, je rajoute, hein, je prends une ligne de base, je rajoute un profil en travers type et je continue mon projet 3D. Alors ici, on a quasiment terminé la modélisation. Donc vous voyez qu'on est capable d'atteindre un niveau de modélisation quand même assez pointu, assez détaillé, avec tout le détail de toutes mes bordures, T, CS, etc. J'ai positionné un modèle 3D de voiture, des arbres, un panneau, pour faire un petit peu d'habillage. Là, les bâtiments, c'est vraiment des blocs très basiques. J'ai juste généré une extrusion à partir des bâtiments. C'est plus pratique pour travailler en 3D. Donc là, j'ai terminé la modélisation de la partie projet 3D corridor. À partir de ça, je peux aussi faire de l'extrusion de solides 3D. Si je veux passer sur un processus BIM, il va me falloir des objets. Il va falloir que je manipule des objets bordures, des objets couches. Et bien tout simplement, en sélectionnant, je vous remontre ici, le projet 3D, dans les outils ici, extraire les sources du projet 3D, extraire, pardon, les solides, en lui demandant de traiter tout. Là, je rentre dans le processus de génération des solides 3D à partir du corridor. Et le résultat, c'est ce que j'ai ici. Donc là, vous reconnaissez, donc vous voyez le squelette du projet 3D, mais ça, ce sont bien des solides. Si je demande les propriétés, pardon, je resélectionne. Voilà. Des solides avec la possibilité, à travers la notion de jeu de propriété, d'y attacher tous les attributs dont j'ai besoin. Et ça, les jeux de propriété, ce sont des paramétrages civils. Il y en a quelques-uns très basiques par défaut dans Civil 3D. À vous, utilisateurs, en fonction du workflow BIM que vous êtes en train de mettre au point ou dans lequel vous devez vous greffer, et ben à vous d'ajouter tous les attributs nécessaires pour que lorsque vous créez vos solides 3D, il y ait automatiquement tous les attributs dont vous avez besoin attachés à ces solides 3D. Voilà, un point de vue, un tour d'horizon très rapide. Et dernière chose que je voulais vous montrer, c'est qu'à partir de cette modélisation, si je publie mon résultat Civil 3D dans BIM 360, si je veux accéder à un workflow collaboratif, une des possibilités que vous avez, c'est d'utiliser la plateforme BIM 360. Ici, sur BIM 360 Docs, lorsque je visualise cette modélisation Civil 3D, j'obtiens ce résultat-là. Donc vous retrouvez, c'est exactement la visualisation de la modélisation urbaine, et vous avez accès aux objets et aux propriétés de ces objets-là. Donc là, je sais bien sûr c'est un solide, hein, puisque je passe, quand je passe dans ce mode-là, c'est les solides qui vont m'intéresser, tout le squelette du projet 3D, je le masque dans BIM 360. Là, je sais que c'est que je gère, pardon, ici, de la couche de forme. Alors, il faut que j'étende, pardon. On va avoir plus d'infos ici. Mes noms sont un peu à rallonge, hein. J'aurais dû optimiser tout ça. J'ai la notion du volume de la couche que j'ai sélectionnée, et je sais que le nom de code de la couche, c'est la couche de forme. Je suis pas sûr d'avoir géré le nom du matériau. J'aurais pu préciser que c'est, par exemple, de la GNT, etc. J'aurais pu gérer un coût associé à cet objet pour avoir plus d'informations. Là, je suis allé un petit peu vite sur les attributs que j'ai gérés avec cette
sur ce modèle. Donc je peux aussi sélectionner la bordure de la même façon ici. Je sais que c'est de la bordure T2 qui a été positionnée ici. Voilà, il est un peu plus de midi. Je voulais vraiment illustrer cette façon de travailler avec Civil 3D, puisque d'après les échanges que j'avais eus après cet article, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui était assez méconnu et que ça suscite un intérêt certain pour, on va dire, des projeteurs, des techniciens qui utilisent Civil 3D mais qui n'étaient pas tout à fait satisfaits de l'approche de Civil 3D qu'ils connaissaient et qui découvraient à travers cette approche-là quelque chose qui correspondait mieux en tout cas à leurs besoins. Et effectivement, dans Civil 3D, on a les axes en plan, on a les profils en long. On n'est pas obligé d'utiliser cette notion-là pour faire des projets 3D, pour faire des corridors et pour faire des choses détaillées et techniquement calées très finement. Voilà, on a quasiment terminé. Est-ce que vous avez d'autres remarques, Voilà, alors j'ai réouvert tous les micros, je pense qu'ils se referment automatiquement, je ne sais pas pourquoi. Ouais, Vincent, c'est David. Oui. Excuse-moi, j'ai ma voix un peu cassée. Tes lignes caractéristiques restent dynamiques? Alors, les lignes caractéristiques, oui, si je reviens ici, par exemple, à cette étape-là, en tout cas, toutes celles... je zoome ici, voilà. Les seules qui ne sont pas dynamiques, c'est celles que j'ai créées moi manuellement pour caler fil d'eau et les seuils pour les bâtiments. Toutes celles que j'exploite après, comme celle-ci là, voilà. Ouais. Celle-ci, elle va être régénérée automatiquement dès qu'il y a une édition du projet 3D, puisque elle est extraite automatiquement du projet 3D, c'est-à-dire c'est le résultat de l'application de ce petit type-là. Donc ouais, tout ça, ça va se régénérer automatiquement si je change quelque chose. Ça, c'est bien, oui. C'est super intéressant. Ouais. Ok. D'autres réflexions, remarques C'est Pascal, oui. Oui. Une question à propos des solides 3D que tu extrais. Quand tu fais les solides 3D restent dynamiquement liés au projet 3D. C'est le cas aussi là quand on fait des projets 3D avec des caractéristiques. Excuse-moi, je t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux répéter le début de la question? J'ai pas compris. Quand on extrait des solides depuis les projets 3D générés avec accent en profil en long, oui, ok. On regarde le lien dynamique entre les solides et le projet. Est-ce que c'est toujours le cas avec les caractéristiques? Bien sûr, bien sûr. Le fait que je n'utilise pas d'accent plan et de profil en long, ça ne change rien. Parce qu'en fait, la fonction, si je sélectionne ici un projet 3D, alors je vais sélectionner, voilà, extraire des solides de projet 3D, la notion de quelle est la ligne de base utilisée, ici, elle n'intervient pas. Donc c'est exactement le même comportement. Donc oui, ils vont rester dynamiques. Alors selon comment on les génère, hein, ça pour la plupart d'entre vous, je ne sais pas si vous avez déjà testé. Je vais refermer ça. Dans ce workflow-là, dernière option ici dans les options de sortie, si vous demandez à les insérer dans le dessin courant, forcément ils vont rester dynamiques. Si vous les générez dans un autre dessin, Civil 3D, un autre DWG, vous allez perdre le dynamisme. Bien sûr. Mais il y a une solution pour gérer ça, c'est en fait d'utiliser les raccourcis aux données, de créer un nouveau DWG dans lequel vous régénérez votre projet 3D en utilisant les raccourcis aux données, et vous créez les cellules 3D dans ce dessin uniquement avec les raccourcis aux données. Enfin, c'est une des façons de faire, pour ne pas trop alourdir votre dessin DWG. Mais faites bien attention, allez bien jusqu'au bout du workflow, ici lorsque vous générez les solides 3D. Donc première étape, c'est tous les codes que vous souhaitez utiliser. La deuxième étape, c'est les données des propriétés, et c'est là que je viens sélectionner les jeux de propriétés, soit ceux qui sont par défaut, donc ceux par défaut c'est ceux-là, c'est ceux que j'ai utilisés là pour le jeu de données. Et là vous pouvez en générer des personnalisés. Ceux que vous souhaitez utiliser, vous allez les retrouver là.
et après les options de sortie. Ok. Une autre remarque? Si vous voulez, ces éléments, bon déjà la vidéo elle va être disponible. Ces éléments, je peux les mettre aussi en ligne. Hein. Ces fichiers civil 3D, si vous voulez jouer avec, manipuler, voir un peu ce qu'ils contiennent, comment ils sont faits, je peux vous les mettre à disposition. Je pourrais les mettre aussi sur le projet BIM 360. Oui. J'ai une question. Sur les jeux de propriété, justement, puisque tu en parlais, là, on peut rajouter. Est-ce qu'on ne peut toujours pas les utiliser comme filtre, par exemple, pour un bon? Si j'attribue au solide 3D un jeu de propriété qui est le nom de l'élément, tout bêtement, hein, oui. la pile, etc., je ne pouvais pas jusque-là faire une recherche de ces éléments-là en fonction de ces propriétés-là. C'est-à-dire, sélectionne-moi tous les objets et le nom, par exemple, on a rajouté ça, c'était pas possible, ça n'apparaît pas dans les soit sélection rapide, soit dans les filtres possibles de la sélection par filtre. Est-ce que ça c'est le cas maintenant dans la dernière version? Je n'ai pas testé. Alors, bonne question, j'ai jamais cherché à faire ça. Ce filtre, cette sélection des entités d'après leurs attributs, moi je ne l'ai utilisé jusqu'à présent que dans Navisworks. Où là, Navisworks, c'était faire ça. Dans Civil 3D, je ne sais pas te dire, je ne sais pas faire. Oui, il y a déjà tout un tas de propriétés qu'on peut utiliser, ce sont les propriétés de base, qui existent pour les objets, de leur nature, mais quand on rajoute des propriétés étendues, on peut utiliser apparemment ces propriétés étendues comme éléments supplémentaires de film. D'accord. Jusqu'à présent, on ne peut pas le faire, on peut faire des supplémentaires. Ok. Là, je sais pas te répondre, effectivement. Je suis étonné qu'on puisse pas les retrouver et qu'il n'y ait pas un moyen de les isoler. Mais je sais pas te répondre, effectivement. Dans le workflow, ouais, la philosophie, c'est plutôt pour les exploiter après dans une solution plutôt de synthèse et de Civil 3D étant pas vraiment, en tout cas les fonctionnalités de Civil 3D étant pas par défaut faites pour travailler sur les solides 3D. Hein. Dans la philosophie, on génère les corridors, les projets 3D, et lorsqu'on a modélisé le projet 3D qui nous convient, on en extrait les solides. Mais travailler sur les solides, c'est compliqué. Oui, mais là je parlais des solides, mais ça peut être le cas pour n'importe quel autre objet, en fait, auquel on pourrait attribuer un propriété étendue. Ouais, mais je comprends. Je sais pas te répondre, mais effectivement, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas un moyen pour y accéder. On peut se débrouiller autrement, mais... D'accord. Pour éviter de mettre dans un cas, après on peut effectivement mettre dans des cas... Oui, c'est là, ouais. Pour éviter ça... D'accord. Je t'avoue que je suis pas très familier de la manipulation des solides 3D dans Civil. Je les génère, je sais les générer en utilisant cette fonctionnalité-là. Après, travailler sur les solides en eux-mêmes, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur cet aspect-là. Il faudrait essayer de voir avec quelqu'un qui a plus l'habitude de manipuler les solides 3D avec leurs attributs. Peut-être qu'on aurait une solution. Parce que c'est intéressant, c'est un peu derrière l'exploitation de mise en plan, etc. Ouais. Pas trop mal, quoi. C'est pas du tout mais c'est pas mal, quoi. Donc vite, mais on peut faire déjà des choses sympas avec. Ouais. Si on avait cette possibilité-là en plus. Après, c'est vrai qu'une réponse, ça va être de les placer dans des calques quand tu les récupères ou au moment de leur génération, de faire attention. Ce qui est faisable justement avec l'outil extraire les solides d'un projet 3D, vous avez des solutions pour les trier, les filtrer, leur donner des noms, les placer dans des calques. Et justement, cet outil est fait pour optimiser leur utilisation a posteriori une fois qu'ils sont générés. Effectivement, quand tu les récupères par une autre source, que tu les rajoutes à ton dessin, là, je sais pas trop faire. Mais c'est intéressant, oui. On pourrait essayer de voir s'il y a une solution pour exploiter leurs attributs. Je sais pas, aujourd'hui. Quelqu'un parle, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. C'est toujours moi. D'accord. Ça peut faire partie de
petit point peut-être sur les 3 minutes lors d'une présentation ultérieure. Oui, bien sûr. Oui, si on avance là-dessus, oui, bien sûr, tout à fait. J'ai noté ça. Ok. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Hein, c'était vraiment très intéressant. Avec plaisir. Si vous n'avez pas d'autres remarques, on va en rester là. J'ai déjà bien débordé aujourd'hui. Donc la vidéo sera mise en ligne sur le projet BIM 360, le support aussi, et je pense que je vais mettre également les DWG que j'ai utilisés pour la démo. Et évidemment, si ça vous intéresse en particulier, si vous avez des remarques, des réflexions a posteriori lorsque vous essayerez de manipuler ces données, n'hésitez pas via le forum à revenir poser vos questions au sein de la communauté pour qu'on avance sur ce thème-là. Voilà, merci à tous d'avoir participé à la présentation de ce matin. On refera un prochain call dans environ 2 mois. Pour mémoire, théoriquement, donc la journée que l'on passe ensemble devrait à nouveau être début mi-septembre à la rentrée. Devrait à nouveau se passer dans nos locaux à Paris. Si je vous rappelle, si vous avez des problèmes pour être intégré au forum sur le projet BIM 360, n'hésitez pas à me demander et diffusez autour de vous si vous avez des collègues que vous voulez qui seraient intéressés pour participer au groupe. N'hésitez pas à me contacter par mail. Il faut absolument qu'on fasse vivre et qu'on fasse grandir cette communauté. Merci beaucoup à tous, bonne journée, bon appétit et à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Salut.